coup, moi, je m'appelle Florian. Je suis pas du tout expert en numérique responsable, mais je m'intéresse au sujet depuis quelques années, depuis 2 ans, 3 ans. Et dans la vie, je suis développeur informatique. Voilà, tout simplement. Bonsoir, moi c'est Mathias. Je suis étudiant en école d'ingé en dernière année. Ça fait 1 an que je me documente bien autour de ce qu'on appelle la sobriété numérique, l'impact environnemental du numérique, le quantifier, etc. Et c'est pour ça que je suis là pour en parler ce soir avec vous. Du coup, voilà, on va du coup faire une petite présentation d'une vingtaine de 20-30 minutes sur les impacts environnementaux du numérique. Du coup, la slide, enfin la présentation, on peut potentiellement vous l'envoyer si vous voulez. Il y a la licence Creative Commons en bas à gauche si vous voulez la récupérer. Voilà. Du coup, on va voir dans un premier temps un état des lieux du numérique, voir ce qui se fait aujourd'hui, quels sont les gros chiffres, quels sont les impacts aujourd'hui du numérique. Et ensuite, on va voir assez succinctement un cycle de vie du numérique, notamment les étapes d'extraction, d'utilisation et de fin de vie. C'est les étapes les plus importantes en général. Et on finira par une petite conclusion et aussi par voir ce que c'est que l'effet rebond. Et donc là, je vais laisser Mathias commencer l'état des lieux du numérique. Alors, cette partie, c'est un petit peu pour introduire la problématique du numérique, de dire ce qui est important. Voilà. Dans cette partie, on va commencer par découper le numérique euh, par rapport à plusieurs indicateurs. C'est-à-dire qu'on va évaluer l'impact par rapport à plusieurs indicateurs, quatre indicateurs, la consommation d'énergie primaire, l'émission à gaz à effet de serre, l'eau et les ressources. Alors, sur la slide, vous pouvez voir électricité. On va l'utiliser parce que quand même l'électricité sur ces 5 indicateurs, c'est l'indicateur qui est le plus parlant pour nous. Mais du moins parce que l'électricité, son impact environnemental va dépendre de la façon dont elle est produite. On ne peut pas vraiment la prendre comme un indicateur en soi. Donc énergie primaire, ça va être tout pour prendre l'énergie avec les gaz, pétrole, etc. Bon, émission à gaz à effet de serre, c'est en équivalent de tonnes CO2. Eau, c'est de l'eau. Et ressources primaires, ça va être tous les métaux qu'on peut retrouver dans les appareils, par exemple. Et donc, ensuite, on a fait une petite découpe de, entre guillemets, 3 grands acteurs dans le numérique. Ça va être les utilisateurs, les réseaux et les centres informatiques. Donc en bas, j'ai mis quelques petits exemples de chaque acteur. Alors, pour mieux imager, il y a un petit cas d'usage qui est pas mal d'en parler. Par exemple, vous êtes sur votre ordinateur en train de regarder, d'assister à une table ronde sur l'impact environnemental du numérique. Et vous et nous tous en fait, on est des utilisateurs, on utilise tous notre téléphone ou notre ordinateur pour assister à cette présentation sur Zoom. Et donc on va avoir donc on va devoir payer l'électricité pour faire marcher les machines. On a dû entre guillemets l'ordinateur sur lequel j'utilise, je l'ai acheté, donc on a dû le fabriquer, ça a un certain impact, tout ça. Et ensuite, le réseau, ça va être mon fournisseur d'accès Internet qui me permet de me connecter à vous et nous connecter tous entre nous. Euh, voilà, ça peut être de la 4G, de la 5G, si vous êtes à la maison, c'est la Wi-Fi. Et ensuite, le centre informatique, ça va être Zoom, qui lui héberge tout ça et qui fait en sorte que le point de relais entre nous tous. Donc voilà, pour un petit peu plus imager ces 3 acteurs du numérique. Et on voit que ce qui est important, pourquoi je vous parle de ces 3 acteurs, ça va être les utilisateurs. Les utilisateurs, on voit que ils,
il concentre la majorité de la consommation en énergie primaire sur tous les indicateurs. Euh, voilà. Ça va être une première idée qui est importante dans le numérique. Ensuite, on a un deuxième point de vue qui est complémentaire à celui qu'on vient de voir. Ça va être les cycles de vie. Alors, on a remis le tableau juste en bas. Et aussi, à droite surtout, on a vu, on met les utilisations pour les deux phases de cycle de vie les plus importantes, c'est-à-dire la fabrication et l'utilisation. On voit les proportions pour les différents indicateurs. C'est-à-dire que la fabrication, bon, on voit que par exemple pour les ressources, pour les composants, ça va être majoritairement la fabrication qui va comporter les coûts de cet impact-là. On voit que ça varie. Par exemple, en énergie primaire et en émissions à gaz à effet de serre, ça va être l'utilisation va être un petit peu plus importante. Parce qu'on voit bien quand on va devoir mettre de l'électricité pour faire tourner nos machines, pour les recharger, ben, ça va avoir des coûts en énergie primaire et en émissions à gaz à effet de serre. Et donc voilà. Donc la deuxième idée, c'est que la fabrication est vraiment ce qui est le plus lourd en termes d'impact environnemental dans le numérique. Et ça se couple très bien avec les utilisateurs, avec le fait que les utilisateurs sont entre guillemets, les acteurs, les équipements utilisateurs sont les acteurs, sont les parties qui consomment le plus. Ce qui fait qu'en fait, que tous les petits objets électroniques, c'est-à-dire tout ce qui va être Internet of Things, tout ça, tout ce qui est montre connectée, tous les objets connectés, c'est ça qui va concentrer les impacts. Et d'ailleurs, sur ces dernières années, là, c'est pas sur les slides, mais c'est en nette augmentation et et ça continue. C'est des augmentations à deux chiffres de l'ordre de 12%, si je dis pas de bêtises. De toute façon, vous avez tous les liens et les sources dans la présentation qu'on vous transmettra. Voilà. Donc, après un cours, avoir un petit peu parlé des impacts en général, je vais laisser la parole à Florian, qui va vous en dire un petit peu plus sur le cycle de vie. Et du coup, voilà, donc ça c'est le cycle de vie classique d'un ordinateur portable. Donc d'abord, la première étape, ça va être d'extraire des matières premières. Ensuite, ça va être de fabriquer les composants et l'ordinateur. Ensuite, il y a une phase de transport. Des phases de transport, il y en a un peu partout en réalité. Mais bon, il faut bien la mettre quelque part. On va la mettre là du coup. Et ensuite, la distribution, c'est le moment où on va acheter notre ordinateur. La phase d'utilisation, on en a déjà parlé dans les slides suivantes et c'est une thématique à part entière parce que c'est une phase qui consomme pas mal d'énergie. Et la fin de vie. Qu'est-ce qu'on fait de notre ordinateur une fois qu'on s'en sert plus? Euh, donc on va voir ce schéma-là en très simplifié. Donc là, on va passer d'abord à la phase d'extraction principalement. Alors ça, c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle montre dans le monde entier qui exploite, qui extrait des métaux. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un énorme carré tout à droite, un énorme rectangle tout à droite, et c'est la Chine qui extrait tous ces métaux-ci. Du plomb, de l'aluminium, du fer, de l'étain, etc. Et en fait, on voit très clairement ici que l'Afrique, elle a un énorme monopole sur les métaux. Et, euh, et ça coïncide avec ce qu'on entend beaucoup parler en fait, c'est-à-dire que la Chine ouais, a clairement le monopole. Et en fait, on voit aussi que nous en Europe, on ne produit pas énormément de métaux. Ce qui fait que, en termes de stratégie géopolitique, on n'est pas hyper bien placé pour demander des métaux rares, vu qu'on est complètement dépendant des autres, euh, des autres pays. Et notamment les énergies renouvelables qui sont extrêmement demandeurs en métaux rares, notamment en aimants, etc. Et ben, on ne pourra pas faire de transition écologique de transition sur des énergies renouvelables si les autres pays ne veulent pas nous donner nos métaux, quoi.
Donc la Chine qui a un énorme monopole, l'Afrique aussi un pays un continent même dans lequel il y a énormément de métaux rares. Il y a des tendances aujourd'hui où la Chine commence à investir en Afrique pour que ce soit plutôt l'Afrique qui extrait les métaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'extraction de terres rares, elle a pour conséquence un fardeau, on parle souvent de fardeau environnemental en fait. C'est-à-dire que l'extraction de métaux, ça a beaucoup de conséquences sur l'environnement. Et la Chine l'a supporté pendant pas mal de temps. On dit même parfois que la Chine a sacrifié l'environnement de ses terres au profit des métaux rares. Et aujourd'hui, on est progressivement en train de transmettre ce fardeau environnemental à l'Afrique en fait, notamment à la République démocratique du Congo, pour laquelle on a vraiment besoin de cobalt. Et voilà. Du coup, ça c'est voilà, globalement un graphique qui met un peu en évidence où se situent tous les métaux. Alors les conséquences, il y en a énormément. Là, on peut voir, voilà, en haut à gauche, c'est une mine d'aluminium. En fait, déjà, je vais expliquer quelles sont les grandes étapes pour extraire des métaux. La première étape, c'est d'extraire des terres. En gros, il y a souvent les mines principales qu'il y a, c'est des mines de surface. On va gratter une montagne ou une colline ou ce genre de choses. On va récupérer toute cette terre. Et cette terre, on va ensuite la broyer en une fine poudre. Et cette fine poudre, ensuite, on va utiliser de l'eau et des produits chimiques pour pouvoir séparer la terre des métaux qui nous intéressent. Et toute cette terre et ces produits chimiques, qu'est-ce qu'on en fait? On n'en sait trop rien. Du coup, en général, on les stocke. Donc, c'était l'image qui est en haut à gauche. En fait, là, il y a un barrage qui s'est cassé. Et donc, tous les métaux, enfin tous les produits qu'il y avait dans ce barrage-là, c'est déversé dans les champs qui est à côté. Parfois même, c'est des villages qui sont complètement submergés. Et tout ça, ça a d'énormes conséquences. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette terre polluée, elle est extrêmement nocive. La végétation repousse pas après un passage sur une terre polluée comme ça. C'est de l'eau qui entre dans les nappes phréatiques et qui pollue les nappes phréatiques du coup. Donc ça a d'énormes conséquences sur l'environnement proche, sur l'eau et forcément aussi des impacts sur la population qui est autour. Tout en bas à gauche, c'est une mine qui est en Chine aussi, qui déverse les produits chimiques directement dans la nature. On ne sait pas trop où ça va derrière. Ça crée même des rivières artificielles pleines de produits chimiques. En haut à droite, c'est une mine au Congo. Alors là, il n'y a pas de grosse machine, c'est la main de l'homme et aussi des enfants du coup. Et, euh, et donc là, en fait, on va creuser des galeries à la main et on va récupérer du cobalt dans les mines. Donc tout ça, on peut voir en fait, toutes ces images-là, elles sont pour voir sont là pour montrer en fait qu'il y a énormément de conséquences environnementales, mais aussi sociales. Et il y a même des guerres qui sont provoquées, qui sont déclenchées parce que le métal est une ressource précieuse qui permet à un pays de gagner de l'argent en fait, tout simplement. Et donc tout ça, ça a d'énormes conséquences géopolitiques. Donc voilà, tout ça, c'est rien que pour la phase d'extraction des métaux. Du coup, on va pouvoir passer à la phase d'utilisation, que je vais laisser à Mathias. La phase d'utilisation, c'est un petit peu la phase, non pas au niveau des impacts, celle qui concentre le plus d'impact. On avait vu au début que c'était la phase de fabrication. D'ailleurs, sur les slides précédentes, vous avez peut-être reconnu les énergies primaires, l'eau, les émissions en gaz à effet de serre qu'on pouvait voir. L'utilisation, par contre, c'est celle qui va déterminer, par définition, les usages qu'on va avoir du numérique. Et c'est pour ça que c'est une phrase aussi qui est très intéressante. Alors, juste un petit point, on va parler de données, parce que c'est ça le numérique, c'est de la donnée qui va transiter. Et on va parler d'ordre de grandeur de données. Alors, je ne vais pas expliquer tous les mots, pétaoctet, hexaoctet, zetaoctet, c'est simplement des ordres de grandeur à chaque fois par paquet de 1000. Mais c'est juste pour voir que, en fait, quand on est dans le numérique, on interagit avec beaucoup d'informations.
Et ces informations ont des tailles différentes. Par exemple, quand on envoie un mail, ça va être de l'ordre de la centaine de kilos qui peut aller jusque à 1 méga. Un document Word, pour taper un résumé, un rapport, n'importe quoi, c'est une dizaine de kilos. Donc c'est 10 fois moins qu'un email. Ensuite, un DVD. Un DVD qu'il y avait sur le marché plutôt il y a 10-15 ans, on va dire, pour avoir des films en 4,7 gigas. C'est déjà 1000 fois plus grand, 10 000 fois plus grand qu'un email. Euh, Ensuite, maintenant, c'est plus trop le DVD qui est de tendance, ça va être la taille des séries Netflix qu'il y a sur Internet ou des vidéos YouTube qui ont à peu près le même débit, la même densité d'information que les DVD d'époque. C'est simplement que ça a changé de forme. Ensuite, on arrive encore à 1 Tera. 1 Teraoctet, ça va être la mémoire qu'on a dans le cerveau. On estime à peu près, approximativement, autour de l'ordre de grandeur de 1 Teraoctet. Et ensuite, un dernier chiffre, parce qu'on ne va pas parler données tout le temps, il y a des prévisions qui ont été faites et on dit que la datasphère va être de 175 zétaoctets en 2025. Alors la datasphère, c'est toutes les informations présentes dans le numérique, on prend tout. Et zétaoctet, c'est très grand. Alors, au lieu d'expliquer, de dire c'est des milliers de millions de milliards de mails, on peut se dire que, imaginons, on a l'idée avec une bonne connexion Internet en fibre optique de télécharger toute cette datasphère sur un ordinateur. Ça prendrait pratiquement 1 500 000 milliards d'années. Ça fait beaucoup. Et donc, si tout le monde autour de la Terre, on veut télécharger ces données-là, donc on se met à 7 milliards à télécharger toute cette datasphère, toutes les informations qu'il y a dans le numérique, ça nous prendrait quand même 24 jours sans s'arrêter. Pour que si on télécharge tout le monde un petit bout de cette datasphère. Eh ben, ça fait beaucoup d'informations tout ça. Et c'est pour ça que sur les usages, on va beaucoup regarder les usages du numérique et ça va être en majorité la vidéo. Parce que la vidéo, c'est ce qui concentre, c'est ce qui est le plus consommé et c'est ce qui est le plus dense. Enfin, c'est un bon ratio qualité utilisation et densité d'information. Il y a des choses plus denses que les vidéos, mais c'est moins utilisé. Les vidéos, c'est consommé par tout le monde sur Internet. Donc on a plusieurs choses. Donc on a les graphiques avec différentes classifications. Donc la VOD, vidéo sur demande, donc par exemple comme Netflix, le porno, les tubes. Tubes, c'est YouTube en gros. C'est pratiquement que YouTube. Et on a autre qui est tous les petites vidéos qu'on peut retrouver sur Facebook, les réseaux sociaux, etc. Et maintenant qu'on a un petit peu identifié, alors il y a plein d'autres usages, mais là on a identifié en gros les usages les plus caractéristiques, les plus lourds qu'on a dans le numérique. C'est ça qui va concentrer l'impact. Vu que c'est le premier usage, c'est la raison entre guillemets pourquoi on fabrique des appareils numériques. Attention, la vidéo c'est une grosse partie majoritaire dans le bilan, mais il y a aussi d'autres choses qui sont très importantes. Mais là, on va parler que de la vidéo, juste pour montrer un petit peu. Et donc, avec ces vidéos, on peut se demander est-ce que c'est bien de regarder autant de vidéos. Alors ça, c'est pas trop le sujet. Mais par contre, on peut parler d'autre chose qu'on n'a pas souvent à l'esprit. Ça s'appelle par exemple le design. Quand on va designer une application, on va, c'est le design d'une application, ça va être le développeur qui est derrière, il va faire son application pour qu'on s'en serve d'une certaine façon.
et il y a certaines applications qui sont programmées pour qu'on y passe énormément de temps, pour que l'utilisation soit bête, idiote, et pas entre guillemets que ça soit pas enrichissant, que ça soit facile, et voilà. Et donc ça, c'est très. Il y a beaucoup d'applications dans le coup en ce moment. Là, j'avais une petite anecdote, mais tant pis. Là, en exemple d'application vraiment dans ce filon-là, on a TikTok, une petite application de petites vidéos courtes que tous les ados, jeunes adultes, même plus vieux utilisent, mais surtout les ados. Et les personnes, ils ont simplement à faire glisser l'écran et ils peuvent rester 2-3 heures à regarder des vidéos. C'est vraiment l'archétype de l'application euh, où l'utilisation est complètement décérébrée. Et c'est voulu pour maximiser le temps d'utilisation des applications. Voilà. Donc je vais rendre la parole à Florian pour la fin de vie. Exact. Du coup, je récupère pour la partie recyclage des métaux. Du coup, ça, alors en fait, j'ai pas trop parlé de la filière recyclage, c'est juste pour, là, je juste donne des clés en fait pour essayer de comprendre comment ça peut marcher le recyclage. Du coup, là, ce qu'on voit, c'est un graphique camembert qui présente le contenu d'un PC. Et donc, on voit que dans un PC, en grande quantité, il y a du plastique, de l'aluminium, du fer, de la silice, un peu de cuivre, etc. Et il y a des matériaux en très faible quantité. 0,19% de matériaux en très faible quantité. Et ces matériaux en très faible quantité, on va pouvoir les détailler. Ils sont là. Voilà. Ça, c'est juste pour mettre en évidence que recycler autant de métaux en si faible quantité, ça risque de pas être évident en fait. Là, on a des 0,01% de plein de métaux. Et, et alors, en fait, ça pose problème parce que du coup, tous ces métaux-là, c'est des métaux qu'on va utiliser et qu'on pourra jamais récupérer. Euh, alors, aujourd'hui, le recyclage, on arrive quand même à en faire sur la totalité des déchets électriques et électroniques. Alors, déchets électriques et électroniques, c'est les ordinateurs, les serveurs, mais c'est aussi les frigos, les télévisions et voilà, tout ce qui comporte de l'électrique ou de l'électronique. Tous ces déchets-là, en France, on arrive à en recycler 50% à peu près. Dans le monde, on en recycle 20%. Voilà. Donc, il y a encore pas mal d'efforts à faire, mais en sachant que aujourd'hui, ces métaux-là, on a beaucoup de mal à les recycler. Je crois qu'il y a une entreprise qui arrive à recycler pas mal de métaux et elle arrive à en recycler une vingtaine sur la soixantaine de métaux différents que comporte un ordinateur ou un smartphone. Donc il y a pas mal de progrès à faire. C'est pas évident parce qu'aujourd'hui le cours des métaux, donc l'économie, le cours économique des métaux est pas forcément en faveur du recyclage parce que le cours des métaux est très faible. Et donc c'est compliqué pour investir de l'argent et s'engager dans le recyclage. Donc c'est pas forcément évident. Et en plus, dernier détail, c'est que le recyclage ne résout pas le problème des métaux. En fait, il ne fait que gagner du temps. C'est-à-dire qu'en fait, si on recycle du cuivre, le cuivre qui est utilisé en informatique, c'est du cuivre qui est extrêmement pur. C'est du cuivre qui est composé à 99,999% de cuivre. Si on arrive à recycler un ordinateur et à recycler le cuivre qu'il y a dessus, ce cuivre-là, on aura perdu de la pureté. Il sera peut-être pur à 98%, mais ça ne sera pas suffisant pour en refaire du matériel informatique. Du coup, ça va peut-être être du cuivre qu'on va pouvoir utiliser en plomberie. Là, ça craint moins. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, le recyclage, c'est une idée, mais c'est pas ça qui pourra sauver quoi que ce soit en fait. Euh, le recyclage, il est là pour gagner du temps. Il est là aussi. Alors, une chose intéressante, c'est que le recyclage, il permet de faire énormément d'économies d'énergie. Recycler un ordinateur pour récupérer ses métaux, ça permet on consomme bien moins on consomme bien moins d'énergie en recyclant un ordinateur qu'en extrayant de nouvelles ressources pour refabriquer cet ordinateur-là.
Donc il a un intérêt écologique parce on a besoin de beaucoup moins d'énergie pour récupérer ces métaux. Par contre, c'est pas ça qui va pouvoir nous sauver et c'est pas ça qui va pouvoir faire qu'on aura des métaux à l'infini qu'on pourra utiliser à l'infini. Un autre problème aussi, il y a pas mal de problèmes dans le recyclage, c'est notamment les alliages. Quand on allie deux métaux ensemble, derrière pour pouvoir désallier et récupérer les métaux d'origine, c'est très très compliqué. Donc bref, il y a énormément de problématiques qui se cachent derrière le recyclage. Et aujourd'hui, en sachant que la plupart des 50% en tout cas en France des déchets électriques et électroniques sont hors filière. Et quand on dit hors filière, bien souvent, ils se retrouvent dans des pays en voie de développement. Donc, euh, donc voilà, c'est pas forcément la question de la fin de vie, en tout cas du numérique, est assez problématique. Donc, pour la conclusion, je pense que jusqu'à présent, on va très vite conclure. C'est plus pour donner un petit peu, en fait, déjà des pistes pour parler ensemble ensuite sur ce qu'on peut faire. Parce que bon, là, on a dressé un tableau très factuel de comment marche le numérique, c'est quoi quels sont les mécanismes, mais comment on pourrait faire en sorte de minimiser cet impact. Et un truc qui est super important dans le numérique, ça va être les boucles de rétroaction, donc où on pourrait dire plutôt les cercles vicieux, sauf que c'est-à-dire que par exemple, quand on investit dans de l'équipement, qui est le premier plus ici en haut à gauche, on va pouvoir faire plus de techno, plus on va pouvoir, les chercheurs vont pouvoir sortir de nouvelles inventions informatiques, numériques, et ce qui va déboucher donc indéniablement sur des données, sur des services, sur des nouvelles utilisations du numérique. Et on va avoir encore plus de données, encore plus de services, encore plus d'utilisation, ce qui va bien sûr gonfler l'impact environnemental et ce qui va gonfler aussi, vu qu'on va vouloir plus de l'équipement. Et là, on voit bien que plus on a d'équipement, plus on peut faire de nouvelles choses avec, etc. Donc en fait, c'est entre guillemets un cercle vicieux. C'est si on le régule pas, si à un moment on ne dit pas, ok, on va développer des technologies pour telle utilisation, mais qu'on laisse les utilisations libres, un petit peu une façon immature de développer le numérique. Euh, on ne va pas, ça va pas aller dans le bon sens, niveau impact environnemental. On va pas pouvoir le réguler, on va pas pouvoir le minimiser, cet impact environnemental du numérique. Et c'est ça qui est tout la clé de la sobriété numérique, qui va être de d'essayer de modérer les utilisations sans, sans devoir retourner 30 ans en arrière, hein. C'est pas le sujet. Mais de gagner en maturité sur ce point-là. Donc voilà. Et ça fait aussi écho en début de présentation, comme on a dit, aux effets rebonds. Les effets rebonds, c'est quand on essaye de sortir quelque chose, on se dit, wow, ça va être super, ça évite de faire certaines choses. Eh ben, des fois, il faut y réfléchir un petit peu plus longuement. Par exemple, le télétravail, c'est d'actualité depuis un moment maintenant. Euh, le télétravail, ça enlève des coûts, mais ça en rajoute d'autres qu'on ne prend pas de base en compte. Et donc, il faut bien réfléchir si finalement le télétravail, est-ce que au final, ça minimise des coûts, quoi. Et une étude a été faite et oui, c'est le bilan général du télétravail, c'est quand même un coût moins élevé. Mais c'est pas si évident que ça. Voilà. Hop. Bon, bah, pour les sources, on a eu surtout Shift Project, EcoInfo, Green IT, ça c'est le GIEC et l'ADEME. Donc c'est tous des ressources, des références dans le domaine où les chercheurs voilà, cherchent. Merci de votre attention.